Aujourd'hui, je vais te parler des caractères de La Bruyère et je vais t'expliquer quelle est la place de La Bruyère dans son temps. Comme il le dit dans sa préface, il veut se faire le peintre en quelque sorte de la société dans laquelle il vit et c'est surtout se faire le peintre en fait surtout de la cour de Louis XIV. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que bien souvent, et on peut le sentir quand on le lit, heu, il n'est pas si objectif que ça et dans ses observations se cachent, des, du sentiment, des sentiments personnels, des réflexions personnelles, du vécu en fait et que ça va influencer sa vision du monde. Alors, déjà, La Bruyère, il est roturier, ça veut dire qu'il n'est pas noble à la base. Il appartient donc au tiers état, parce que je te rappelle qu'au XVIIe siècle, la société, elle est divisée en 3 ordres. Le clergé et la noblesse qui sont, vus comme les élites et le tiers état qui est un peu, bah, le peuple quoi, hein, qui est vu comme, inférieur aux autres. Donc lui, il appartient à la base au tiers état. Et il a réussi à entrer, dans les élites, à entrer à la cour du roi Louis XIV parce que déjà sa famille était, assez aisée et donc il a pu avoir une éducation, savante. Par exemple, il sait le latin et le grec ancien et ça c'est pas donné à tout le monde à dans cette société-là. C'est, il y a très peu de gens déjà qui savent lire et écrire, donc savoir le latin et le grec ancien, ça veut dire qu'on fait partie d'une certaine élite et grâce à ça, il a réussi à entrer en contact avec des personnes très influentes, de son époque comme Bossuet, qui est un prédicateur extrêmement, aimé à cette époque-là et dont les idées sont, heu, diffusées, dans le royaume français et il devient même, La Bruyère, il devient même le précepteur du futur duc de Bourbon, qui est le petit-fils du Grand Condé. Alors, ces noms-là, comme dit comme ça ne te dit pas grand-chose, mais pour te donner un petit peu une idée de la place importante qu'ils ont dans la société, c'est que le Grand Condé, c'est, l'un des cousins du roi Louis XIV et donc c'est un personnage extrêmement influent, de la cour. Et c'est ainsi que La Bruyère, eh bien, il a réussi à entrer à la cour et à fréquenter la cour. Et c'est pour ça qu'il est à la très bonne place pour pouvoir, l'observer et la décrire, tout simplement. Par contre, alors il a et puis alors il y a un 2e facteur qui fait qu'il a pu rentrer dans cette société, c'est que lui-même a obtenu un titre de noblesse en ayant une charge de trésorier du roi et il y a de nombreuses charges, administratives et dans le domaine de la justice qui te permettent d'obtenir un titre de noblesse de ton vivant. Par contre, ça veut dire aussi que alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir un titre de noblesse de son vivant et d'avoir un titre de noblesse grâce à une charge, on appelle ça la noblesse de robe, eh bien, c'est pas la même chose, c'est pas perçu de la même manière qu'être noble, de manière, héréditaire. C'est-à-dire, parce que, bah, ta famille est noble et donc toi, bah, quand tu nais, tu le deviens aussi, de naissance, quoi. C'est un petit peu méprisé en fait dans la cour de Louis XIV, que d'être noble de robe. La noblesse de robe, elle n'est pas très bien considérée. C'est très important pour avoir du prestige à la cour de Louis XIV que de pouvoir montrer qu'on est noble depuis plusieurs générations et que tous nos ancêtres sont nobles. Et si, par exemple, tu as un ancêtre qui est moins noble, eh bien ça te rend tout de suite moins noble aux yeux des autres. Donc c'est extrêmement important. Ça veut dire, surtout que La Bruyère, eh bien, même s'il fréquente ce milieu-là, qu'il a des amis très influents, eh bien, il n'est pas, vraiment très bien considéré. Ou en tout cas, bah, il est moins bien considéré que d'autres personnes qui sont plus nobles que lui. Et lui, c'est un peu ce qu'il regrette quand il parle de son mérite personnel. Il dit quand il parle de mérite personnel, ça veut dire que lui, il a réussi à entrer dans ce monde-là, à, entrer dans le monde des élites françaises, du royaume de France, grâce à son intelligence et à sa culture et à son travail intellectuel de tous les jours.
Et pourtant, eh bien, il sent bien que ça, ce n'est pas du tout valorisé. Parce que, dans la société de cour, c'est une société extrêmement compétitive, où tous les courtisans sont en compétition pour avoir les faveurs des grands et du roi Louis XIV. Et donc, ça veut dire que comme ils sont en compétition perpétuelle, eh bien, ils vont, n'avoir des liens d'amitié ou de connaissance, qu'avec des personnes qui peuvent leur permettre d'avoir plus de prestige et plus de statut social. Et malheureusement, la Bruyère, eh bien, il n'a pas grand-chose à offrir sur ce plan-là. Déjà parce qu'il n'est pas noble, donc il n'y a pas énormément de prestige, être son ami, c'est pas très prestigieux. Et en plus de ça, il n'est pas riche. Et être riche, c'est de plus en plus, un signe qu'on est quelqu'un d'influent dans cette époque-là. Donc là, ni l'un ni l'autre. Donc effectivement, il ne doit pas y avoir grand monde qui recherche sa compagnie, malheureusement. Et alors, ce qui le dégoûte encore plus, et qu'on peut percevoir quand on lit les caractères, c'est que, par contre, certaines personnes du tiers-état, donc qui ne sont pas nobles, et qui font partie de la bourgeoisie, c'est-à-dire qui font partie de la bourgeoisie. Donc, alors, c'est ça le problème, c'est cette partie du tiers-état qui n'a plus besoin de travailler parce qu'elle a accumulé suffisamment d'argent pour ne plus avoir à travailler pour vivre. Et, ils ont même, certains de la bourgeoisie ont accumulé des fortunes colossales qui leur permettent, en fait, d'entrer dans les élites de la cour du roi Louis XIV. Bon, à l'époque, il y a quand même encore une sacrée séparation entre la bourgeoisie d'un côté et la noblesse de l'autre. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que la Bruyère, il montre bien dans les caractères que de plus en plus, être riche, ça suffit, être extrêmement riche, ça suffit pour devenir extrêmement influent et recevoir les faveurs de la cour de Louis XIV, des courtisans. Alors pourquoi? C'est parce que, les gens de la noblesse s'appauvrissent en fait et ils ont besoin d'énormément d'argent pour maintenir leur rythme, leur mode de vie qui est extrêmement dépensier et donc ils cherchent à, obtenir les fortunes de la bourgeoisie et donc bah, ils entrent en relation avec eux, ils marient même leurs enfants à la bourgeoisie. Bon, au XVIIe siècle, c'est encore considéré comme une mésalliance, c'est-à-dire que les nobles, enfin, c'est quand même un signe de déchéance que de marier ses enfants à un bourgeois parce que c'est considéré comme marier ses enfants à plus inférieur que soi. Donc c'est ça une mésalliance. Mais bon, quand même. Alors c'est ça qui est intéressant aussi dans la vision là que la Bruyère donne, c'est que on pourrait croire que la rancœur qu'il a contre la cour de ne pas avoir reconnu, valorisé son mérite personnel, eh bien ça lui donne des munitions suffisantes pour remettre en question le système. Alors que pas du tout. La Bruyère, il est quand même sacrément conservateur dans sa vision des choses. Pour lui, en fait, ce qui est terrible dans le fait que les bourgeois et les nobles bien échangent de plus en plus, c'est que pour lui, ces deux mondes-là devraient rester séparés. Il devrait y avoir le tiers-état, la bourgeoisie d'un côté, et la noblesse de l'autre. Alors, je t'explique pourquoi. C'est parce que à cette époque-là, être noble, c'est pas seulement avoir des privilèges, c'est pas seulement faire partie des élites. C'est en fait avoir quelque chose en soi. C'est quasiment en fait biologique la définition de la noblesse. C'est avoir le sang bleu. C'est bien ce que ça veut dire. C'est en fait même, ça va même plus loin, ça explique en partie ce que dit La Bruyère dans le chapitre sur les grands, c'est que avoir le sang bleu, c'est avoir les capacités biologiques, les capacités en soi d'atteindre une élévation spirituelle, culturelle, de la vertu même, supérieure à tous les autres êtres du monde. Ça veut dire que si on n'est pas noble, eh bien on ne pourra pas atteindre un tel niveau d'élévation. Ça va jusque-là. Donc la Bruyère, il n'est pas du tout en train de remettre en question la hiérarchie de son monde. Au contraire, il voudrait que ça reste comme ça.
Lui, il a aucun problème à dire qu'il est le serviteur de ses maîtres. C'est-à-dire qu'il est le serviteur, du grand Condé. Lui, il sait rester à sa place, il a aucun souci avec ça. Il voudrait juste qu'on reconnaisse, qu'il a réussi grâce à son mérite personnel, mais c'est tout. Il est pas en train et puis, bon si quand même, il se sent quand même assez supérieur à ces gens qui ont réussi à ouvrir les portes de la noblesse grâce à leur argent parce que lui, il estime que, son mérite personnel, c'est-à-dire son intelligence, eh bien ça, c'est beaucoup plus vertueux que l'argent. Pour lui, l'argent, c'est sale, ça n'apporte que les vices, ça n'amène pas du tout plus de vertu. Donc, il y a quand même une notion de bien et de mal et de supériorité, infériorité. Mais bon, lui, il est extrêmement conservateur et il voudrait que ces mondes-là restent séparés. Or, au XVIIe siècle, la barrière entre la noblesse et la bourgeoisie, comme je le disais, est de plus en plus poreuse. Il y a de plus en plus d'échanges. Et c'est ça qu'il montre du doigt. Alors, du coup, ça fait de La Bruyère un personnage très intéressant pour décrire le monde où il est, parce que à la fois il est au milieu de ces gens-là, donc il peut les décrire parfaitement, il peut les observer et les décrire avec énormément de vérité, de perspicacité. Et en même temps, ce qui lui donne sa perspicacité, c'est le fait qu'il ne fait pas vraiment partie de ce monde-là, qu'il n'est pas bien considéré, qu'il ne peut pas participer au jeu de pouvoir des uns et des autres, et du coup qu'il a une certaine distance avec ce monde. Et c'est cette distance à ce monde-là qui lui permet d'être le plus objectif possible. Mais ça n'empêche pas qu'à certains moments, on sente que là, il a des comptes à régler avec la société de son temps et qu'il y a certaines choses qu'il dit qui, qui viennent en fait de son aigreur, de sa rancœur, de son ressentiment. Et il ne faut pas aplanir ces choses-là, c'est souvent sa méchanceté et le fait qu'il soit très piquant, eh bien ça vient de là, en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que les éléments que je t'ai donnés sur la bruyère et sur sa place dans son temps te permettront de mieux comprendre les caractères de la bruyère et de percevoir les petites subtilités qui sont vraiment intéressantes. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur la bruyère pour mieux comprendre l'entièreté de son œuvre et à poster des commentaires pour me poser des questions si tu en as, je serais ravie de t'aider. Bonne journée!